Anna est née dans une famille où l'amour était conditionnel et où la valeur d'une personne était mesurée par son apparence. Ses parents, Monsieur et Madame Abdou, étaient très respectés dans leur communauté en Afrique, mais derrière les portes closes, leur préférence était flagrante. La peau foncée d'Anna était la source de leur mépris, tandis que la peau plus claire de sa sœur cadette Sabé lui valait une adoration non méritée. Dès l'âge de 5 ans, Anna avait remarqué la différence flagrante dans la façon dont elle et sa sœur étaient traitées. Lorsque des visiteurs venaient chez eux, ils prenaient Sabé dans leurs bras, la couvraient de baisers et l'appelaient « notre princesse dorée ». Pendant ce temps, Anna restait tranquillement dans un coin, serrant sa poupée, invisible à leurs yeux. Lorsqu'ils la remarquaient, c'était souvent pour faire des remarques moqueuses. « Ah bon, pourquoi celle-là est-elle si foncée ?» Sabé a pris toute la beauté de la famille. Ses parents ne la défendaient jamais. Sa mère secouait la tête en murmurant « Je ne sais pas à qui tu ressembles avec cette peau noire. » Chaque jour dans la maison des Abdou était un rappel de l'inadéquation supposée d'Anna. Sabé recevait tout ce qu'il y avait de mieux, les plus belles robes, des fêtes d'anniversaire somptueuses, et des mots d'affirmation constants. Se souvenait de l'anniversaire d'Anna, c'était avec indifférence. Un petit gâteau et ne t'attends pas à trop. Le père d'Anna n'était pas mieux. Il l'appelait souvent « la noire », comme si c'était son nom, en riant comme si c'était une blague inoffensive. Lors des réunions de famille, il exhibait fièrement Sabé auprès des proches, tandis qu'Anna disparaissait en arrière-plan. L'école, qui aurait dû être un refuge, était une extension du calvaire d'Anna. Ses camarades de classe étaient impitoyables, lui donnant des surnoms comme Singe, Charbon, Babouin Noir. Lors des appels de nom, il ricanait en entendant le sien, et lors des activités de groupe, elle était toujours la dernière choisie. Ses professeurs, bien qu'ils ne soient pas ouvertement cruels, l'ignoraient souvent. Lorsqu'elle réussissait exceptionnellement bien dans ses études, ses efforts étaient minimisés. L'attention était toujours centrée sur sa sœur, qui fréquentait la même école et était admirée pour sa beauté angélique. Pendant les pauses déjeuner, Anna mangeait seule à l'ombre d'un arbre, loin des moqueries et des brimades. Mais sa solitude alimentait les rumeurs. Même à l'église, où elle espérait trouver de l'acceptation, Anna faisait face à des jugements. Pendant les services du dimanche, d'autres enfants étaient invités à participer à des pièces de théâtre ou à la chorale. Anna, cependant, était souvent mise de côté, les anciens de l'église commentant que son apparence pourrait distraire les gens. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de rôles liés au diable, au monstre, au démon ou à la noirceur de l'âme, Anna était toujours choisie. Le coordinateur des pièces déclarait qu'elle convenait parfaitement pour ces rôles. Les murmures des membres de la congrégation étaient les plus douloureux, la noirceur de cet enfant est trop prononcée. Anna apprit à baisser la tête, à se rendre invisible, espérant échapper à leur regard critique. En grandissant, le corps maigre d'Anna se transforma en une silhouette gracieuse. Elle devint grande, élégante et posée, avec un visage qui laissait entrevoir une beauté cachée. Pour la première fois, Anna perçut une lueur de potentiel dans son reflet. Elle commença à rêver de devenir mannequin, s'imaginant sur des couvertures de magazines et des podiums. Le mannequinat semblait être une échappatoire à sa dure réalité, une chance d'être admirée plutôt que moquée. Mais ce rêve fut rapidement anéanti. À 18 ans, Anna rassembla assez d'argent pour participer à une audition dans une agence de mannequinat locale. Le cœur battant, elle attendit dans la file, entourée de candidats pleins d'espoir. Lorsqu'enfin ce fut son tour, le jury jeta à peine un regard sur elle avant de secouer la tête. Les commentaires furent cruels. « Votre peau est trop foncée pour le marché de ce pays africain. Nous cherchons quelqu'un avec un look plus polyvalent. » Anna quitta l'audition humiliée, serrant son portfolio contre elle tandis que des larmes coulaient sur son visage. Cette humiliation n'était pas un cas isolé. Toutes les agences qu'elle approcha la rejetèrent, citant toujours sa peau comme le problème. Lorsqu'Anna entra dans la vingtaine, les rejets s'étendirent à sa vie amoureuse. Les hommes s'intéressaient rarement à elle, et ceux qui le faisaient la traitaient sans respect. Son premier petit ami, Amadou, semblait gentil au début, mais révéla rapidement son vrai visage. Il faisait souvent des commentaires insultants, comme « Tu as de la chance que je te supporte ». La plupart des gars ne voudraient pas sortir avec quelqu'un d'aussi foncé. Ces mots la blessaient profondément, mais Anna restait avec lui, désespérée de recevoir un peu d'affection, peu importe la manière. Des années de rejet, de moqueries et de haine de soi finirent par laisser des marques indélébiles.
Un soir, après qu'une autre agence de mannequinat l'ait rejetée, Anna se regarda dans le miroir, ses larmes brouillant son reflet. « Je ne serai jamais assez bien, murmura-t-elle. Pas comme ça. » Déterminée à changer son destin, elle décida de blanchir sa peau, convaincue que c'était la seule façon d'être acceptée. Chaque insulte entendue résonnant dans son esprit, Anna commença à économiser pour acheter les produits chimiques qui allaient transformer sa vie. Le voyage d'Anna dans le blanchiment de la peau commença avec un mélange d'espoir et de désespoir. Avec son premier salaire d'un petit travail administratif, elle acheta une crème éclaircissante populaire chez une vendeuse locale. La vendeuse, une femme qui avait elle-même blanchi sa peau jusqu'à obtenir un teint pâle, rassura Anna sur l'efficacité et la sécurité du produit. « Ne t'inquiète pas ma chère, » dit la vendeuse avec un sourire confiant. « En quelques semaines, tu rayonneras comme le soleil. Les gens ne te reconnaîtront même pas. » Anna commença à utiliser la crème quotidiennement, en l'appliquant le matin et le soir. Les changements furent subtils au début, un ton légèrement plus clair sur ses bras, un éclat discret sur son visage. Encouragée, elle investit dans des produits plus forts, savon blanchissant, sérum, et peeling chimique. En quelques mois, le teint d'Anna changea radicalement. Elle se regarda dans le miroir, émerveillée, à peine capable de reconnaître la femme en face d'elle. Sa peau foncée avait été remplacée par un teint plus clair et éclatant. La transformation produisit des résultats immédiats. Soudainement, les mêmes personnes qui l'avaient ignorée auparavant commencèrent à lui prêter attention. Au travail, ses collègues la complimentaient. « Anna, tu es si belle ces jours-ci. » Dans la rue, des inconnus l'appelaient « Brune », souriant chaleureusement lorsqu'elle passait. Anna absorbait cette nouvelle attention comme une éponge. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait visible, digne et aimée. Avec sa peau plus claire, Anna décida de revisiter son rêve de mannequinat. Cette fois-ci, les portes qui s'étaient auparavant fermées devaient s'ouvrir. Lors de sa première audition après sa transformation, les dirigeants de l'agence ne purent s'empêcher de la complimenter. « Vous êtes parfaite pour notre prochaine campagne. Votre teint est magnifique en photo. » En l'espace de quelques semaines, Anna décrocha son premier contrat, une campagne nationale pour une marque de vêtements populaires. Le shooting fut un succès éclatant, avec l'image d'Anna affichée sur des panneaux publicitaires dans toute une ville d'Afrique. Les opportunités s'enchaînèrent rapidement. Des marques internationales la contactèrent, et bientôt, Anna voyageait à Paris, New York et Milan pour des missions prestigieuses. Elle devint le visage de produits de soins luxueux, de lignes de vêtements et même d'une marque de bijoux renommée. L'argent afflua, lui offrant une vie de luxe. Anna emménagea dans un manoir spacieux dans un quartier huppé d'une ville africaine, qu'elle meubla avec des pièces de designer et des œuvres d'art. Elle acheta des voitures, parcourut le monde et se couvrit de bijoux coûteux. Son succès fidèle la coqueluche de la haute société africaine. Les soirées d'élite, les événements sur tapis rouge et les rassemblements sur des yachts privés devinrent son quotidien. Elle se mêlait aux célébrités, aux magnats des affaires et aux politiciens. Parmi ses admirateurs, Djibril, le fils du gouverneur, se démarquait. Charmant et bien éduqué, il la poursuivait avec insistance, lui envoyant des fleurs, des bijoux et des invitations à des événements exclusifs. La transformation d'Anna modifia également ses relations avec sa famille. Ses parents, autrefois froids et indifférents, la traitaient désormais comme une reine. Sa mère se vantait devant les visiteurs. « C'est ma fille. La mannequin internationale. » Son père l'appelait souvent « ma fierté et ma joie », la couvrant d'éloges lors des réunions familiales. Même Sabé, qui avait autrefois savouré son rôle de favorite, regardait désormais Anna avec admiration et une pointe de jalousie. Anna commença à subvenir aux besoins de sa famille financièrement, envoyant de l'argent à ses parents pour acheter une nouvelle maison et payant les études de Sabé. Les mêmes personnes qui l'avaient rejetée auparavant dépendaient désormais de sa générosité. Avec sa nouvelle beauté vint une foule de prétendants. Les hommes qui l'avaient ignorée ou insultée dans le passé cherchaient maintenant à attirer son attention. Des hommes d'affaires, des artistes et même des diplomates étrangers faisaient la queue pour la courtiser. Ils la comblaient de cadeaux, allant de sacs à main de luxe à des vacances exotiques. Parmi eux, Djibril se distinguait. Il était persistant mais respectueux, trouvant toujours des moyens de la faire sourire.
La carrière d'Anna atteignit son apogée lorsqu'elle remporta un prestigieux prix international de mannequinat. Vêtue d'une somptueuse robe de créateur, elle accepta le trophée les larmes aux yeux, remerciant ceux qui avaient soutenu son parcours. Elle se sentait invincible, persuadée d'avoir enfin fait taire les voix qui l'avaient autrefois traitée de laide.